Bon après-midi, mesdames, messieurs, de retour en direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville pour la compétition d'escrime de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Alors, on se prépare à la compétition par équipe sur la piste 1. Nous aurons Sud-Ouest contre Montréal dans quelques instants. Je vous rappelle également que les finales de cette compétition par équipe auront également lieu mardi matin dès 8h30. En préparation sur les pistes. On vous rappelle que 2 escrimeurs par équipe feront le relais pendant le match. À tous les 5 points, on a un relais. C'est vraiment une compétition par équipe. C'est parti pour ce match par équipe. Premier point de l'équipe du Sud-Ouest.
de retour avec notre analyste et maître Dominique Pessard. Dominique, l'après-midi s'annonce aussi excitante que ce matin avec la compétition par équipe. Oui, sinon plus d'ailleurs, parce que les épreuves par équipe démontrent beaucoup d'engouement et beaucoup de supporters par rapport aux diverses régions. Donc là, actuellement sur la piste 1, nous avons un match de fleuret masculin entre le Sud-Ouest et Montréal. Tout à fait. Donc l'équipe de... Et on a vu une première substitution, là, un premier relais après les 5 premiers points. C'est ça. Donc les matchs se font en 5 touches sous forme de relais. Les deux athlètes rencontrent les deux autres athlètes, donc ça fait des matchs sous forme de relais jusqu'à 20. La première équipe qui gagne, c'est la première équipe qui a marqué 20 touches. Donc 5, 10, 15, 20. Tous les 5 touches, on passe le relais. Mais si on va jusqu'au bout du temps, 3 minutes. Au bout de 3 minutes, s'il y a le match par exemple 3-2, ben on arrête le score et on reprend le relais là où le match s'est arrêté. Là actuellement on a monsieur Salim Azizi à gauche pour Montréal et monsieur Dodier donc de Sud-Ouest à droite. Donc là c'est le deuxième relais, donc les deux tireurs vont aller jusqu'à 10. Actuellement donc c'est 5-2 pour monsieur Dodier Sud-Ouest. Donc, même si Montréal peut revenir de l'arrière et mener 10-5 avant le prochain relais. Ah, tout à fait. C'est ça. Donc, c'est la première équipe qui atteint 10 au deuxième relais. Voilà, au deuxième relais, absolument. Okay. À moins d'aller... à la fin de 3 minutes. Voilà, là, il reste 1 minute sur ce deuxième relais. Alors, M. Delier est entraîné par son père, lui-même entraîneur. C'est du club d'escrime Roussillon. On a M. Bouffard aussi qui est entraîneur de ce club, qui est également entraîneur de la région Sud-Ouest pour ces Jeux du Québec. Donc là dans la salle nous avons des matchs au fleuret masculin et également donc épée féminine. Donc, comme pour les épreuves individuelles, on fait un tableau d'élimination directe jusqu'à la grande finale. La première et deuxième place sera disputée mardi matin, comme toutes les autres finales. Donc là, c'est pas facile pour M. Dodier, qui est beaucoup plus petit que M. Azizi. Donc le tableau d'élimination directe par équipe a été fait de façon par rapport aux résultats de l'individuel de ce matin. Okay. On a pris les meilleurs résultats des deux par région pour effectuer un classement par équipe. À l'épée féminine, c'est Bourassa qui a fini numéro 1 et la Rive-Sud numéro 2 du tableau. Donc ils partent favoris. Et est-ce que l'équipe est déterminée d'avance ou ça dépend des résultats de ce matin? Ça dépend des résultats de ce matin. Okay. Si une équipe, une région avait 3 ou 4 tireurs dans la même arme, c'est les deux meilleurs qui ont été pris en compte pour équitir. Et les deux meilleurs de ce matin et non pas le choix de la région? Non, de ce matin. Ok, c'est intéressant. Donc ça crée une émulation dans l'épreuve individuelle parce qu'évidemment chaque tireur veut participer à la compétition par équipe. Au fleuret masculin, donc numéro 1 c'est Rive-Sud, numéro 2 Chaudière-Appalaches dans le tableau. Donc l'équipe à battre ça va être la Rive-Sud, vu qu'ils ont fini numéro 1, numéro 2, premier, deuxième à l'épreuve individuelle ce matin. Ça va être l'équipe à battre, mais par équipe tout peut se produire. La dynamique de groupe joue énormément, il y en a qui se transcendent plus dans les épreuves par équipe que l'individuel. Donc voilà, là ils sont à égalité, 5 partout. Alors, logiquement ils auraient dû aller jusqu'à 10 mais le temps s'est écoulé. Donc là on va arriver au troisième relais
et ils vont avoir 3 minutes pour aller jusqu'à 15 touches. Voilà, donc là c'est la pause. Pendant la pause, on voit les entraîneurs donner leurs conseils, de changer de partenaire. Là, actuellement, vous avez Steven Moore, qui est un ancien athlète, qui est arbitre international d'ailleurs, qui fait office d'entraîneur pour Montréal actuellement. Steven Moore, qui est du club des Dynamiques de Brébeuf, collège Jean de Brébeuf. Et de l'autre côté, Monsieur Dodier, père, qui conseille son fils, qui débranche son fils. Donc là, Montréal a repris le devant 7-5. Sachant qu'ils doivent mener ce combat, cette rencontre jusqu'à 15 touches, puisque c'est le 3e relais. Et est-ce qu'on peut décider par équipe de ne pas effectuer le relais si on voit qu'on... Ah si, on est obligé. Au bout de 5 touches, on est obligé. Okay. Au bout de 3 minutes ou 5 touches, on est obligé de faire le relais. Donc si on voit qu'il y a un match avec l'adversaire, on peut pas changer non, ça. Par contre, ce qu'on veut faire tactiquement, on peut demander en tant qu'entraîneur au tireur, si on mène par exemple, et qu'on sait que c'est un tireur qu'on n'est pas à l'aise avec, de jouer le match, c'est-à-dire d'essayer de jouer la passivité pour écouler le temps, pour que l'autre prenne le relais. C'est un peu plus stratégique. Ça fait partie de la stratégie. Okay. Je vais t'envoyer des dates, mais j'ai aussi des dates.
L'attaque touche non valable. Regarde. Prêt. Allez.
le troisième relais là, avec un pointage de 12-8. Le prochain relais se fera lorsqu'une équipe aura atteint les 20 points ou dans 3 minutes. Voilà la reprise là, du huitième point du côté de Sud-Ouest. On vérifie les armes encore une fois par souci d'équité pendant le match. Je rappelle que ce match entre la région de Montréal et la région du Sud-Ouest fait partie du tableau des 8. Donc en quart de finale. Le gagnant de ce match se rendra directement en demi-finale contre la Rive-Sud. Sur la piste numéro 5, en épreuve féminine, Lac Saint-Louis, Rive-Sud. Lac Saint-Louis, Rive-Sud, avec le féminine, arbitre M. Christophe Boisvert.
Regarde. Prêt. Allez. Halte. Attaquer le barrière. Non, la remise de non valable. Regarde. Prêt. Allez. Halte. Attaquer le barrière. Non, la remise de non valable. Regarde. Prêt. Allez. Halte. L'attaque. Regarde. 19-16, belle remontée du côté du sud-ouest. Victoire de 20-16 de Montréal contre le Sud-Ouest. Alors, on voit la reprise du dernier point gagnant de la région de Montréal pour remporter ce match par équipe. Et voilà. Donc, Olivier avec moi en remplacement de Dominique. Olivier, si je suis le tableau, Montréal va rencontrer la Rive-Sud en demi-finale. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on aura le match, l'autre demi-finale, où on va avoir Rive-Sud Montréal ici sur la piste 1? C'est ce qu'on attend en confirmation. Ça va être Dominique qui va décider, qui répartit un petit peu. Je pense qu'il va mettre les matchs les plus intéressants avec un score un peu serré sur les pistes là pour montrer un peu de spectacle. Pour que ça puisse mettre tu nous parler un peu plus de la compétition par équipe, au niveau de la dynamique d'équipe, au niveau de ce que ça fait au niveau de la compétition? Et c'est complètement différent par rapport à l'individuel. Alors il faut savoir que normalement le format régulier d'une équipe c'est 3 joueurs et qui vont rencontrer les 3 de l'autre équipe. Donc c'est 9 relais en tout de 3 minutes chacun maximum et on va jusqu'à 45, donc 5 touches par relais. La spécificité au jeu du Québec, c'est des relais de 5 points quand même, 3 minutes, mais ils sont que 2. Donc on rencontre les 2 en face, c'est en 20 points, c'est un petit peu plus court, mais c'est un format qui permet aux jeunes de commencer l'équipe. Et puis c'est une dynamique parce que plus importante, parce que si moi je prends un point, c'est pas juste moi qui prends un point, c'est aussi mon partenaire et mon équipe en fait. Et là c'est encore plus gros parce que c'est ma région qui carrément prend un point, donc il faut rattraper ça. Et puis quand on est mené, et quand on est mené sur un match, le copain qui va rentrer va devoir rattraper ce retard, plus mettre ses 5 touches. Donc ça fait des gros matchs pour celui d'après, donc il y a tout un tas de stratégies. Ou parfois il y en a qui vont, notamment à l'épée, calmer un petit peu le jeu, on va pas aller au bout des 5 touches. On va tuer le temps, ouais, c'est ça. Une grande différence entre les deux joueurs, c'est ce que Dominique expliquait un petit peu. Exactement. Alors au fleuret, c'est vrai qu'on va moins voir ces passivités-là. Mais on va quand même en voir, donc ça donne des jeux intéressants parce que plus l'écart est gros, plus celui qui mène est confiant. Mais s'il a un passage à vide, celui qui est mené va pouvoir remonter et parfois faire des touches. La dernière grosse remontée comme ça, alors c'était pas au Jeux du Québec, mais c'était au Coupe du Monde à Vancouver il y a quelques week-ends. Heinzer, un Suisse, était mené par une vingtaine de touches à peu près et il finit son score en gagnant en fait dans son relais en 3 minutes 16-4. Donc c'est assez gros, c'est assez intense, c'est spectaculaire à voir. Mais l'autre a pas eu un passage à vide, il a été incapable de mettre ses juste 5 touches. Et l'autre, malgré le gros retard de 14 touches, il a pu le faire. On a vu également ce matin, puis même la remontée un petit peu au niveau du sud-ouest, quand un des deux escrimeurs a le momentum, ça peut changer le match. Ça change le match, peu importe le score, ça change le match. Et puis plus l'athlète, le tireur va mettre des touches, plus il va revenir au score, plus il va mettre en doute son partenaire en face, son adversaire. Donc plus l'autre a des doutes, il faut continuer et pas lâcher, et garder ce momentum. Parce qu'on peut renverser un match en quelques minutes, ça s'est déjà vu, des jeunes menés. Et c'est pour ça qu'on dit bien que jusqu'à le halt final de la 15e touche en individuel ou de la 20e en équipe, le match n'est pas joué. 19-15,
on peut quand même aller chercher. C'est déjà arrivé, l'autre panique ou l'autre est un peu trop sûr de lui et va pouvoir mettre. Alors, si on voit sur la piste 1, ce qu'on devrait avoir, c'est le deuxième match là, du tableau des 8, un des 4 matchs du tableau des 8, Rive-Sud contre Estrie, D'accord. dans quelques minutes. Alors, on vous revient dans quelques instants, on va faire une pause. Vous écoutez en direct du Collège Saint-Bernard la compétition d'escrime de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. Alors, de retour en ondes, on attend le deuxième quart de finale Rive-Sud-Estrie qui va débuter dans quelques instants. Alors, il faut savoir que Rive-Sud est un des quelques clubs au Québec qui pratiquent 2 armes. Beaucoup de clubs se spécialisent. Rive-Sud, avec ses deux entraîneurs, arrive à faire 2 armes et arrive à avoir des bons résultats au niveau des 2 armes avec le club de Longueuil. Donc c'est assez intéressant pour eux. La ville de Sherbrooke est elle plus à l'épée, mais il fait aussi quand même pas mal de fleurets. Donc ça permet d'avoir une dynamique complètement différente dans le club parce que on a fleuret et épée. Donc c'est 2 entraînements qui sont parfois distincts, mais sur la préparation physique et ainsi de suite, on met ensemble. Et c'est sympa de voir ça parce que sur les compétitions, les fleurettistes vont venir encourager les épéistes les fleurettistes, même s'il y a toujours des petites rivalités entre les armes, bien sûr. Mais est-ce que au niveau du développement de l'athlète, à quel moment un athlète va choisir une arme par rapport à l'autre ou est-ce qu'il va continuer à pratiquer 2 ou les 3 armes en même temps? Il y a beaucoup d'écoles différentes sur ça. Si on prend l'école française par exemple, l'école d'où je viens, c'est d'abord au fleuret, qui est l'arme d'étude on va dire, et après en fonction des compétences ou des capacités athlétiques de l'athlète, on va le diriger plutôt vers l'épée ou le sabre, ou il va rester au fleuret. Donc ça va être vraiment ça. Après ça peut être aussi au choix des entraîneurs. Moi à Gatineau par exemple, pour prendre mon cas encore une fois, mais on fait du fleuret pour s'initier, mais après on passe automatiquement à l'épée. On n'a pas le choix de l'arme. Il y a d'autres clubs qui, pareil, sont spécialisés uniquement à l'épée, donc il n'y a pas de choix dans la continuité. Si on veut choisir une autre arme, on va être obligé de passer dans un autre club. Donc c'est vraiment très différent, mais je dirais qu'en premier lieu, ce qui devrait primer, c'est vraiment les qualités athlétiques. Le fleuret pour initier, et après c'est les qualités de l'athlète. Quelqu'un qui au fleuret ne comprend pas la part de la riposte aura du mal à performer, aura du mal à prendre ne serait-ce que du plaisir sur la piste. Parce que Dominique a dû le préciser, au fleuret, il faut d'abord attaquer. Si j'attaque, c'est de dire que j'allonge le bras, je vais vers l'avant. Il faut que l'autre fasse une parade de riposte, donc j'écarte l'effet pour avoir le droit de toucher. Même si les deux se touchent dans ce moment-là, c'est celui qui a fait la parade de la riposte qui a le point. Donc si moi je fais que de la contre-attaque, c'est-à-dire que j'attaque une fois que l'autre attaque, au fleuret, je n'aurai jamais le point. Donc j'arriverai jamais à gagner des matchs, à mettre des points, j'aurais beau allumer la lumière. Je ne mettrai pas de points, donc ça ne marchera pas. Donc je vais changer d'arme, je vais notamment passer à l'épée par exemple, parce que là même si je touche, même si j'ai pas la priorité, on s'en fiche, parce que du moment que je touche, j'ai un point. Et on a tout le corps au niveau de l'épée pour... c'est ce qui augmente la difficulté, mais c'est ce qui rend le jeu plaisant. Une petite touche au pied par exemple, on est toujours très frustré quand on prend en soi une touche au pied, mais quand on met une touche au pied, c'est un bonheur, parce qu'on est allé chercher la toute petite cible. C'est vraiment plaisant. Donc là, à l'équipe, le coach a un rôle encore plus important. Il faut savoir que l'ordre des tireurs n'est pas déterminé au préalable. Il y a un premier tirage au sort qui est fait par l'arbitre pour savoir si, donc pour les Jeux du Québec, soit il y a le premier qui tire
en premier et en dernier, donc A, B, B, A, ou alors il va donner de l'autre côté, c'est-à-dire A, B, A, B. Donc en fonction de nos tireurs, du meilleur, ou c'est pas forcément le meilleur qui va terminer. Par exemple, si on est sur la catégorie A, B, B, A, je peux mettre au milieu mon meilleur, parce que je veux qu'il mette un max de touches pour que le dernier ait juste 5 touches à mettre. Ça peut être une stratégie. Mais ma stratégie peut dire aussi, je démarre bien, je sais que ça va être difficile au milieu, puis à la fin, même mon meilleur va pouvoir rattraper même s'il y a des points. Donc, suivant le choix de l'ordre A, B, B, A ou A, B, A, B, le coach doit vraiment choisir qui je mets en premier, qui je mets en dernier. Ça peut vraiment changer un match. On a déjà vu des grosses équipes varier un ordre et perdre à cause de l'ordre, ou gagner grâce à cet ordre-là. Donc le coach a d'autant plus le match aussi avec l'adversaire. Oui, il y a ça aussi. Parce que quand je suis d'un côté, l'autre, donc à l'opposé de ce que j'ai, mais qui je vais rencontrer. Parce que peut-être les stratégies sont tellement multiples que toutes les possibilités sont réalistes. Donc il va falloir que j'opte pour la meilleure et faire en sorte que mon équipe puisse performer. Et surtout au travers des compétitions et à la longue, on connaît nos adversaires. Ouais. Mais on connaît aussi nos faiblesses par rapport à ceux-ci. Alors la confiance peut jouer dans l'équipe. Exactement. Ça, quand on rentre sur quelqu'un, trop confiance, c'est pas toujours bon, mais il faut quand même avoir cette confiance-là. Puis à force de se connaître, on se connaît. Et on connaît l'autre. Mais l'autre nous connaît aussi. Donc c'est toujours une rivalité. Au Québec, on n'est pas forcément une grosse fédération, ni même au Canada. On tend à grossir chaque année, de plus en plus de monde. Mais c'est vrai que l'élite, on va dire, est à peu près varie très peu d'année en année. Mais c'est toujours intéressant de voir deux personnes qui se rencontrent parce qu'entre deux entraînements, ils ont pu peaufiner quelques techniques, quelques stratégies de match et puis ils les remettent en place. Donc ça permet de toujours avoir à travailler, de jamais rester sur place. Il y a l'expérience aussi qui rentre en ligne de compte. On a rencontré d'autres adversaires, on a vu d'autres façons de faire. On peut appliquer ça contre un adversaire que ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu contre. Oui, effectivement. Et puis c'est toujours, on n'est jamais sûr. C'est ça qui est formidable dans l'escrime, c'est qu'aujourd'hui va être, par exemple à l'épée, c'est Ariane Léonard qui va être en finale, je ne m'appelle plus son adversaire, mais aujourd'hui elle a gagné, mais peut-être que dans un mois elle ne gagnera pas, ou peut-être que d'autres, aujourd'hui c'est le bon, il faut être performant le jour J. On a beau être bon, mais si on n'est pas bon le jour qui compte, ça sert plus à rien. Un autre élément à prendre en compte dans un match, c'est l'arbitre. L'arbitre a toujours raison. Peu importe, il doit avoir toujours raison. Il doit appliquer le règlement. C'est comme ça dans tous les sports, je crois. En théorie. En théorie, oui, c'est ça. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais ce qui est intéressant au fleuret, c'est qu'il y a une grande adaptation à faire face à l'arbitre. Peut-être qu'il ne donne pas la phrase d'arme comme on a appris, mais si j'arrive à m'adapter à l'arbitre et que l'arbitre est régulier, ça sera très facile après de me remettre à niveau et de pouvoir comprendre comment je vais devoir aller faire pour toucher et avoir le point. Même si l'arbitre et moi ne voyons pas les choses de la même manière. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à prendre en compte. Donc là le match a commencé. Un partout. C'est exactement la situation que je disais. Il y a deux attaques. Sauf que celui qui initie la première attaque, c'est celui qui était donc à droite, l'Estrie, si je ne me trompe pas. Et l'Estrie, c'est ça. Et donc, comme il a initié l'attaque, il a eu le point alors que les deux lampes ont pu s'allumer. Même chose. Tout à l'heure, on parlait de momentum. C'est exactement le cas. Deux fois la même action. Deux fois donner le point à l'Estrie. Donc s'il continue sur une lancée comme ça, il pourrait remplir son contrat d'aller jusqu'au 5. Alors par rapport à l'épée qui peut parfois être un petit peu ennuyeuse parce que les athlètes vont prendre beaucoup plus de temps pour aller attaquer, pour placer son action parce qu'on a plus de risques de se faire toucher si j'attaque à l'épée qu'au fleuret. Le fleuret va être plus spectaculaire, il va y avoir beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de choses qui vont se faire. Donc c'est ça qui rend la beauté de ce sport-là. Donc là on a vu que l'Estrie a mis ses touches de la même manière, mais maintenant Rive Sud adapte son jeu et essaie de l'adapter. Il a touché non malade malheureusement, puis il retombe dans son défaut, donc il s'est repris
Il s'est repris un point. Là maintenant il assume ce qu'il fait vraiment. Il fait la même chose à peu près, ça change pas trop. Mais il assume vraiment ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup plus de conviction et il part surtout en premier. Donc du moment qu'il part en premier, ça permet de toucher. Et puis là, il a attendu, il a fait juste une petite parade riposte. Louis Lévesque là, qui gagne le premier relais. Oui. Un beau petit relais, ça promet d'être un bon match. Je connais pas qui est ABBA et ABAB. Mais on va voir ça. Surtout que si je me trompe pas, les deux de la rive sud sont en finale pour l'individuel. Oui, on aura une finale, hein. Toute rive sud, oui. Rive sud. Belle performance de l'équipe rive sud. C'est jamais facile de faire un doublé. Alors ce qu'il faut savoir, la particularité, je ne sais pas si dans les autres sports c'est un peu la même chose, mais pour l'escrime, la plupart des arbitres qui sont ici sont des arbitres en formation. Donc c'est une très belle expérience pour eux de pouvoir venir ici, goûter un petit peu à un événement un peu plus spécial et pouvoir s'affirmer un peu dans leur jeune carrière d'arbitre. Oui, je pense que la plupart des fédérations là, prennent cette avenue-là où autant au niveau des athlètes que des officiels, on doit avoir du développement et de leur donner cette opportunité-là d'avoir d'officier lors de compétitions un peu plus d'envergure comme les Jeux du Québec. C'est ça. Puis je pense que autant pour l'escrime que pour d'autres sports, soit des arbitres qui sont venus faire des jeux comme athlètes aussi quand ils étaient plus jeunes. Donc ça leur permet de continuer de venir dans cette ambiance assez survoltée. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a beau finir comme athlète ou pas forcément performer comme athlète, on a plein de solutions derrière, quel que soit le sport, en tant qu'arbitre, enseignant, assistant, pour pouvoir continuer à faire le sport. Donc la Rive Sud qui continue à s'imposer sur ce match-là, 6-3. Ouais. Là donc l'Estrie qui a essayé d'attaquer, qui a attaqué, pas qui a fait plus qu'essayer, mais il a manqué son coup. Et la riposte de la Rive Sud, deux fois elle passe juste à côté. Donc pas de possibilité de toucher ou d'arrêter le combat, mais l'Estrie réagit bien en continuant, n'a jamais lâché. Ça c'est un mot d'ordre à l'escrime, quelle que soit l'arme. On lâche jamais. L'autre chose sympathique cet après-midi, c'est que j'ai vu plein d'autres sports qui sont commencé à revenir, qui ont fini leur journée. Et comme c'est un site assez central ici, ils commencent à venir pour encourager. Donc ça, c'est le vrai esprit des Jeux du Québec. Oui, définitivement. Les régions, hein. Oui. Gros, le fameux drapeau de l'esprit sportif à la fin des Jeux. Oui, c'est exactement ça. Ça fait partie de l'expérience. Toute cette expérience de la région et des coéquipiers qui font les autres sports, qui viennent de notre région. Et puis, ouais. Non, c'est sûr. Et puis les athlètes ressentent une petite pression supplémentaire par rapport à cet environnement, les gens qui sont avec une couleur unie, tout ce genre de choses. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais qu'il n'y avait pas de... Jamais fini, il y avait 6-3, mais on en est passé à 7-6 pour l'Estrie. Donc le prochain relais sera à 10 dans 2 minutes 4. C'est ça, exactement. Exactement. Mais je pense pas qu'on aille jusqu'au bout des 2 minutes, je pense qu'on va aller jusqu'à 10. Vu comme ils sont partis, ils ont envie dans des coups de montrer ce qu'ils savent faire et ils veulent s'imposer tous les deux. Alors une particularité dans l'escrime, c'est qu'on a le droit de changer d'arme pour une raison technique. Mais si on change d'arme, il faut la refaire contrôler comme on a fait en début de match. Et si elle est contrôlée mais qu'elle ne fonctionne pas correctement, on a un carton jaune. Et si on accumule dans le match un deuxième carton jaune, à ce moment-là c'est un carton rouge, c'est-à-dire point à l'adversaire. Voilà. L'Estrie qui continue à bien attaquer, mais Rive Sud se reprend un petit peu.
Parfois un changement d'arme ou une petite coupure dans le match permet de se reconcentrer sans forcément aller écouter le coach, mais juste se reconcentrer, redynamique et de pouvoir redémarrer son match. Prendre un grand respect. Oui, c'est ça. Vider sa tête et retrouver le calme. Ouais. Un calme intérieur. Oh oui, ça c'est C'est important. possible. Oui. Pas toujours faisable, mais On a un autre adversaire qui a une arme en face de nous, c'est C'est pas ça. très évident. non, non. Alors, on est à 10 du côté de la Rive-Sud, deuxième relais. 17 dans le match. Donc Rive-Sud va conserver son même joueur, son même tireur, donc une deuxième fois. Donc Et c'est c'est- ABBA, c'est Ex- ce que tu expliquais au début. Alors Rive-Sud, non, Rive-Sud c'est ABBA, pardon, excusez-moi, c'est moi qui me mélange. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. Et donc Estrie qui est ABAB. Donc on sait que c'est celui qui était en piste de l'Estrie qui va terminer tout à l'heure. Contre celui qui a débuté avec la Rive-Sud. Et au niveau de la stratégie ABAB ou ABBA, est-ce que ça doit être annoncé d'avance ou est-ce Oui. que c'est l'équipe? Donc, Oui, c'est annoncé d'avance. En fait, parce que si les deux équipes ont la même stratégie ABAB, ça marche pas. il n'y a pas En de... fait, au tout début, l'arbitre va déterminer qui est, on dit en haut ou en bas. Donc en haut c'est A, B, B, A. En bas c'est A, B, A, B. Donc il détermine quelle équipe. Ah, donc on est obligé de faire Ah oui, cette... on est obligé. Ah, ok. Je pensais que c'était au choix de l'équipe de Non, non, faire non, non. soit mélanger l'adversaire ou Non. changer en milieu de match, changer Non, non, d'adversaire. non. C'est en tout début de match Ok. où. Donc Euh, une équipe est ABAB et une équipe est ABBA. Exactement. Ah, ok. Exactement. Ok, merci. Et c'est en tout début de match que c'est écrit, que c'est déterminé. La seule chose que l'autre équipe ne sait pas, c'est l'ordre qui va être utilisé, qui sera A, qui sera B, peu importe l'ordre des matchs. C'est la seule chose que l'équipe adverse ne sait pas jusqu'au commencement du match. À partir du moment où le match commence, on ne peut plus changer, on ne peut plus rien faire. Et il faut savoir que comme il n'y a pas de remplaçant, c'est des équipes de 2, pas de remplaçant, s'il y en a un qui se blesse, 10 minutes de pause. Au bout des 10 minutes de pause, s'il ne peut pas redémarrer, forfait. C'est pas le A qui revient. Non. Ok. Non. Dans les épreuves, on va dire officielles, internationales, c'est 3 joueurs plus un remplaçant. Et s'il y a un blessé, le remplaçant peut rentrer. Ce qui permet de, en cas de gros événements, s'il y en a un qui se blesse, ça peut arriver malheureusement. On a quand même un remplaçant, on n'est pas obligé de déclarer forfait. Mais au jeu, pas de remplaçant. Et il faut savoir que pour déterminer qui compose l'équipe par chaque délégation, c'est les 2 meilleurs de la délégation le jour de l'épreuve individuelle qui forment l'équipe l'après-midi en fait. Donc la Rive-Sud qui continue à s'imposer dans ce match. 12-7. Alors la taille compte beaucoup, hein, surtout à cet âge-là. Malheureusement, à cet âge-là encore plus. C'est là où on voit le plus d'écart. On voit des très grands avec des très petits. Mais une bonne technique ou une bonne stratégie peut compenser. Ou une meilleure mobilité ou une meilleure Dextérité aussi, oui, tout à fait. vitesse d'exécution. Ah oui, absolument. L'escrime, c'est pas toujours le plus fort qui gagne, c'est aussi le plus malin. Il faut être plus rusé, plus malin, plus rusé, plus futé que l'autre. Si on remplit ces conditions, on a une chance. Sinon, c'est plus dur. Donc c'est des matchs assez intéressants quand même parce que c'est assez équilibré, il n'y a pas un qui domine plus que l'autre, même si Rive-Sud prend de l'avance. Ça reste quand même des matchs assez intéressants où les deux posent problème à leur adversaire. Alors la frustration parfois au fleuret, c'est qu'on a beau faire l'action, on a beau tout faire, on touche tout le temps devant la balle. Donc on a beau toucher, mais comme c'est pas la bonne surface, donc la surface qui est représentée par une petite veste métallique, on n'a toujours pas de points. Donc
faut persévérer, persévérer. C'est pour ça qu'on les revoit tout le temps. Être plus Se remettre. précis. C'est ça. Trouver notre cible ou trouver notre action qui va permettre de finir sur la veste grise avec la priorité si possible. Mais tant qu'on a les deux lumières jaunes, on est sur du non valable, donc pas de points ni pour l'un ni pour l'autre, peu importe qui a la priorité. 14e point du côté de la rive sud. On ne va pas tarder à finir ce relais, je Un pense. point du 3e relais, oui. Reste 40 secondes. Donc là, pour le prochain relais, c'est sûr que les coachs sont d'une importance capitale. Pour Rive Sud, on va dire qu'il démarre un peu plus serein, mais il faut qu'il fasse garder le focus à son athlète. Et puis là, il faut qu'il trouve pour l'Estrie les bons mots pour Pour aller remotiver. faire 13 points. C'est ça. C'est ça. Alors, un des avantages qu'on a quand même, c'est que Estrie va avoir, un avantage si on peut voir ça comme ça, c'est qu'il n'a pas besoin d'aller jusqu'à 20. Il a juste besoin qu'en 3 minutes, il revienne au score. Si pendant le match, à la fin de la dernière période des 3 minutes, il y a égalité, on va faire ce qu'on appelle la mort subite. La mort subite, c'est on va rajouter 1 minute. Premier qui touche, gagne. S'il n'y a pas de touche, c'est celui qu'on aura désigné avec la priorité au début du match qui gagnera le match, même s'il n'y a pas de points. Il faut quand même qu'il revienne dans le match. Là. Par contre, il faut qu'il Avec un revienne. match de 14-9. C'est ça. Par contre, il faut qu'il revienne égalité dans les 3 minutes. Donc, ça peut C'est être là compliqué. que l'adversaire peut essayer de tuer le temps ou de ralentir Oui. le rythme. Ou, Si on voit par exemple souvent dans ces cas-là, quand il y a un gros écart, mais que la personne qui mène n'arrive pas à revenir au score, n'arrive pas à mettre ses points, on va simplement tuer le temps et puis on va essayer de garder cette avance. On doit garder 1 point de plus à la fin. Donc c'est une toute autre stratégie, mais qui peut être payante, bien sûr, parce que tuer le temps, ça se fait bien en général. Le temps, c'est de l'argent. Oui. Oh, ça oui. Ça peut être payant. Ça peut être payant. Et surtout là, le temps, c'est surtout c'est surtout une médaille en ce moment, là-temps. Donc la fin de la 3e période, Le toujours 3e relais. 15-9 pour Rive Sud. Donc, ce qu'on a remarqué, si je ne me trompe pas, c'est Rive Sud qui avait ABBA. Oui, Donc, Louis Lévesque qui revient terminer le C'est match ça. en force. c'est ça. Il a commencé et il termine. Et c'est l'inverse donc chez l'Estrie. Donc là, ça laisse 6 touches à revenir au score. Au fleuret, c'est possible. C'est moins compliqué qu'à l'épée, par exemple, parce qu'il y a la priorité. Mais il faut que l'Estrie soit très patient, soit très attentif de ce qui se passe et ne se précipite pas. Il faut qu'il utilise ces 3 minutes. Gérer les 3 minutes. Ah oui. S'il fonce tout de suite, l'autre met 1 ou 2 points, le match est quasiment tué. Mais tout peut arriver. C'est la beauté du sport. On a touché un petit peu l'aspect technique de l'équipement ce matin avec Dominique. Je lui avais posé une question. Je me demandais au niveau, toi comme athlète, dans ton passé d'athlète, Ouais. l'escrime est un sport qui se pratique avec un masque. Oui. Comment tu utilises cet aspect psychologique-là du masque pour contrer ton adversaire ou pour avoir un avantage psychologique sur l'adversaire? Est-ce que le masque peut te servir? Alors, le masque ne va pas servir à intimider l'adversaire. Par contre, il va me servir à me concentrer. C'est-à-dire que quand moi je mets le masque, il n'existe plus rien autour de moi. Je suis dans ma bulle. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent le masque, ils sont très calmes en dehors d'une piste. Ce sont des véritables anges. Par contre, une fois qu'ils sont sur la piste, ils sont vraiment des bêtes féroces. C'est-à-dire qu'ils mettent le masque, peu importe, et ils y vont. Ils mettent un masque. Ouais, C'est ils mettent un vraiment- masque et on devient une autre personne avec le masque. Donc après, on peut tout imaginer. Des jeunes qui sont calmes, qui deviennent qui font sur la piste, ou des jeunes qui étaient très énergiques sur en dehors de la piste et qui vont mettre le calme, qui vont poser un jeu, donc qui vont développer une stratégie. Ça va permettre vraiment de fermer dans sa bulle. C'est ça l'avantage du masque. On est une autre personne et pour des personnes introverties, des timides notamment, on peut s'exprimer parce que c'est pas nous qui sommes sur la piste, c'est un masque. C'est le masque. On voit pas qui est à travers ce masque. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Avec des personnalités, on voit beaucoup de jeunes qui étaient introvertis à l'escrime et qui au fil des ans le sont de moins en moins, se libèrent un petit peu plus, osent faire plus de choses dans la vie de tous les jours comme sur la piste. Et c'est vraiment
l'outil est vraiment un masque. Le masque est vraiment un outil pour ça. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant d'entendre ça. Alors, 19-10. C'est la fin du match. Victoire de la Rive-Sud. 20-10. Louis Lévesque qui termine le match pour la Rive-Sud. Il a fini le match, mais il n'a pas laissé la moindre chance à nos adversaires. On voulait en finir au plus tôt. Oui, c'est ça. 40 secondes pour... Pas question de tuer le temps. Ouais, non, là, il n'y a pas de temps qui passe. Je suis capable d'aller le faire. Je vais aller mettre les touches, peu importe ce qui se passe, on y va. Alors, on va faire une pause. On vous revient avec le prochain match, probablement un autre quart de finale. Alors,
Alors, de retour sur la piste 1. En première demi-finale, Rive-Sud contre Montréal. Donc là, Rive-Sud enchaîne ces deux matchs. Normalement, il y a une pause un petit peu plus longue, mais quand les athlètes sont capables de tout de suite aller faire leur demi-finale ou match d'après, souvent les coachs préfèrent, parce qu'on reste dans la victoire, on est prêt, on ne se refroidit pas. Puis ça n'a pas été une finale, un quart de finale tout à l'heure, où les athlètes ont vraiment dû aller chercher. On n'a pas le temps de penser, on ne prend pas le temps de penser. Exactement. Alors il faut savoir que du côté de Montréal, Steven Moore, qui est le coach aujourd'hui, récemment été nommé arbitre international aux 3 armes. Donc c'est une fierté, on va dire, pour le Québec. C'est un très très bon arbitre. Alors, on est au premier relais Donc, de cette demi-finale. Ouais, beau match du côté de Rive-Sud. Bien imposé, 5-1, ça donne de la facilité, on va dire, ou un petit peu plus un peu plus relax pour aborder le deuxième relais pour la deuxième personne de Rive-Sud. Je pense qu'ils ont le même format que tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier qui a commencé va terminer aussi. Je pense qu'ils sont dans le même format. Je vois pas pourquoi ils changeraient le... Ça a bien été. Ouais, ça a bien été, ils gagnent comme ça. Louis Lévesque termine les matchs. Ouais. Puis celui qui est au milieu a quand même une grosse importance. Il ne faut pas qu'il soit non plus, qu'il laisse trop l'écart se resserrer. Et il gère bien cet écart-là. Donc il prend son temps, il met ses touches au fur et à mesure, il n'a pas de pression. Donc c'est assez intéressant. Voilà, toujours une phase d'observation. On voit quand même là, 2 grands athlètes là, au gabarit semblable. Là, Ouais. qui... Mais c'est pour ça qu'ils se regardent beaucoup un petit peu ce qu'ils font. On regarde l'autre, on essaie de le juger, on l'étudie, on juge un petit peu comment il va démarrer, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, est-ce qu'il va être plus offensif, défensif. Et après on va pouvoir y aller. Et avec l'expérience, je suppose qu'on peut déceler des tics ou des Oui. façons de faire de chacun des athlètes Oui. où on annonce le prochain geste. Ou, C'est ça, c'est exactement ça. Souvent il y en a qui vont baisser la main avant d'attaquer, il y en a qui vont faire une petite retraite avant d'attaquer, il y en a qui... Toutes des petites choses comme ça, des petites manies. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on l'a repéré, on a un bel avantage si on arrive à l'utiliser. À ce niveau-là, c'est toujours parfois un petit peu difficile, mais à un petit peu plus haut niveau, les cadets juniors et les seniors, eux, dès qu'ils ont l'opportunité de le repérer, donc on essaie de cacher ça ou créer des faux signaux aussi. Il y en a qui... moi je sais qu'avec certains c'est une athlètes, autre on étape travaille. de développement. Oui, une autre étape. Oui. Déjà des athlètes qui savent se mettre en garde, qui savent tirer et qui vont chercher du haut niveau. Mais il y a une possibilité infinie. Aucune action que l'un des 2 athlètes va faire n'est pas possible de défendre. La seule vraie raison qu'on va toucher, c'est qu'on a réussi à piéger l'autre. Du moment qu'on le piège, on va pouvoir les toucher et mettre le point. Mais il faut arriver à le piéger. Donc c'est ça qui rend la chose intéressante. Aucune attaque d'un des 2 ne peut pas être parée, puis faire une riposte dessus. Et est-ce que ça arrive souvent, par exemple, que dans un format comme ça où il y a 3 relais, où on ne se rend pas aux 20 points au bout des 12 minutes? Là, Oui, ça arrive. Ça peut arriver? Au fleuret, je dirais non. Au sabre, jamais. Mais à l'épée, ça va arriver. Ça va arriver parce qu'on va être plus calme. On va être plus calme. Puis si j'attaque trop vite et l'autre fait une contre-attaque, il me touche, 1 point pour lui. Il a beau avoir rien fait, fermer les yeux, juste allonger le bras, il m'a touché, mais moi non, il a 1 point pour lui. Donc c'est là où
à l'épée. C'est pour ça qu'on va prendre plus de temps, assurer vraiment sa touche pour allumer tout seul. Si on a de l'avance, allumer un coup double, c'est-à-dire que les deux ont touché, là c'est moins grave parce que même si l'autre m'a touché, moi aussi, donc on conserve l'avance. Mais c'est pas le cas au fleuret malheureusement. Alors là on voit les tireurs se rapprocher pas mal. L'arbitre ne sanctionne rien parce que les deux tireurs ne se touchent pas. Même s'ils sont très proches, du moment que les deux tireurs ne se touchent pas, on n'arrête pas le combat. On va arrêter le combat s'ils se touchent ou si jamais l'un des deux n'est plus capable d'utiliser correctement son fleuret et donc n'a plus les mêmes chances de se défendre et de mettre le point. Mais il n'y a pas de sanction pour ça, sauf si effectivement l'un des deux cherche... C'est intentionnel. Ouais, c'est intentionnel. Il cherche vraiment à aller rentrer dedans, à lui faire mal ou bloquer à chaque fois. Là oui, on va pouvoir sanctionner. Alors parfois les arbitres sont frileux à sanctionner ça. Mais nous les coachs, on insiste pour qu'ils sanctionnent parce que quand un athlète n'est pas sanctionné, finalement c'est celui qui a subi la faute qui est sanctionné. Donc on insiste pour que ce soit un règlement juste et équitable. Donc là il garde son avance, il est assez confortable, assez confiant dans ce qu'il fait. Il arrive sud. C'est beaucoup moins serré que le match précédent. Alors c'est ça qui est aussi parfois très étrange, c'est qu'on va faire un quart de finale qui va être très intense, très difficile. On va gagner de justesse. Puis on arrive en demi-finale, on dit bon, ça va être encore de nouveau de match encore plus difficile parce que c'est là plus loin. On a perdu tellement d'énergie dans le match. C'est ça, que ça va être dur. Puis finalement on se dit, on arrive dans le match de demi-finale qui est beaucoup plus facile que le quart de finale. À plat ou... Tout dépend du cheminement qu'on va avoir, des adversaires qu'on va rencontrer et du classement donc de départ. Donc là, Rive-Sud fait toujours la même chose, il essaye d'observer un petit peu, de provoquer son adversaire. Puis dès que Montréal va baisser la lame, va rechercher le fer, là, à ce moment-là, Rive-Sud va pouvoir attaquer directement en plaçant sa lame. Il a du mal à toucher sur la première intention, donc sur sa première attaque. Donc ce qu'il fait souvent au corps à corps, c'est qu'il essaie de remettre, faire des remises d'attaque pour pouvoir avoir le point quand même et pas attendre que l'autre le touche tout simplement. Alors une bonne stratégie pour Montréal serait peut-être d'attaquer un peu plus, même si là le relais est terminé. Ça va être de changer le jeu. Parce qu'on veut, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut changer complètement. La parade riposte ne fonctionne pas, ben on va faire de l'attaque. Et inversement. Il faut de toute façon changer quelque chose parce que si on ne touche pas, c'est que ça ne marche pas, donc il y a quelque chose. Il faut s'adapter pendant le match. Oui. Alors je ne sais pas si Dominique en a parlé ce matin, mais c'est vrai que l'escrime va ressembler beaucoup à une partie d'échecs qu'on va jouer à vitesse très accélérée. Parce qu'il faut placer tous ses pions, placer sa stratégie, tout de suite la mettre en place. Et une fois qu'on est lancé, on ne peut plus s'arrêter. Donc il faut réadapter au fur et à mesure, tout le temps. Donc c'est comme une partie d'échecs où on va vraiment très vite. Pas le temps on réfléchit avant, on agit et on espère parfois que ça fonctionne bien. Donc début du troisième relais, 10-1. Je pense que Rive-Sud est assez serein pour le match, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tout peut arriver. Vous voyez, comparé au match d'avant, même si là c'est encore Rive-Sud qui marque, Montréal est beaucoup plus offensif. Il ne va pas attendre de subir l'attaque de Rive-Sud. Donc ça permet de varier un petit peu ce jeu, ça a un peu déstabilisé au premier temps. Mais a priori, il ne s'attendait pas à ce que Montréal l'attaque, je pense, Rive-Sud. Et maintenant qu'il a vu qu'il est capable d'attaquer, il va simplement adapter aussi son jeu, faire plus de parades riposte pour pouvoir continuer à mettre ses points. Donc une stratégie qui commence à payer pour Montréal avec la deuxième touche du match. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va au combat rapproché. Tant qu'il y en a un des deux tant que les deux peuvent continuer, on continue. Malheureusement, Rive-Sud s'est un petit peu arrêté trop tôt.
Regardez la machine, ça c'est une erreur souvent qu'on fait chez les jeunes. Alors on s'arrête pour regarder la machine et c'est là où on se fait toucher. Et par chance, souvent les escrimeurs ont un gros orgueil, donc une fois qu'on s'est pris une touche, derrière c'est certain qu'on va leur mettre une parce qu'on veut montrer qu'on est le plus fort. Et Tout c'est de ce qui suite revenir à la charge. tout de suite, on laisse pas réfléchir l'autre. Décourager l'adversaire. Ah oui, il faut. C'est bon. Donc le jeu se passe pas mal en milieu de piste. C'est pas forcément inhabituel pour des jeunes. Ils exploitent pas forcément les 14 mètres de piste. Ce qui peut être dommage parce qu'avec la piste, on peut progressivement se rapprocher de son adversaire, le faire démarrer sur sa marche ou voir un petit peu comment il réagit. Quand on bloque quelqu'un en bout de piste, il réagit toujours différemment. Ou parfois il y a des athlètes qui aiment justement attirer dans son côté en disant que l'autre, on lui donne la confiance. Comme l'araignée dans sa toile. C'est exactement ça. On l'attire et au des moments on le bloque et on le touche. C'est bon. Alors, 14-3 avec 1 minute 47 à faire à ce deuxième relais. Ce troisième relais. Troisième, oui. On s'arrête à 15. Je pense qu'il va... Voilà, ça y est. Voilà. La 15e va pouvoir passer le relais. Le dernier relais. Après les 2 matchs qu'il vient de faire, on va pouvoir passer le relais. Louis Lévesque. Et Azizi, si je ne me trompe pas. Ouais. Salim Azizi qui termineront le dernier relais de ce match. Donc, tel que mentionné précédemment, alors là, Azizi devra faire 17 points pour venir gagner le match ou en faire 12 au bout de 3 minutes pour avoir la mort subite. 12 si mon rive sud n'en met pas. Donc, le premier objectif, c'est vraiment ça. C'est pas chose faite. Là. Faire 12 points sans que l'adversaire en fasse aucun. C'est ça. Quelqu'un qui parle du numéro dans la tribune. Après, je vais mettre les pays. Après, c'est fini. Donc début du troisième relais. L'évêque fidèle à son jeu et sur l'attaque, il ne cherche pas à comprendre. Lui, c'est on marche et on attaque. Et c'est une stratégie qui paye. Il a un très bon sens du timing et d'accélération. Si on le voit démarrer, au début il démarre très lentement, il recherche le faire, puis au final il finit tout seul. Et on vient de voir que là il en vient d'en mettre 3 d'affilée exactement de la même manière. Il a un très bon changement de rythme. Là, je pense qu'il va encore finir sur la même chose. Alors le problème là c'est qu'il a continué mais il a fini bras court sur l'action. Donc bras court, sa lame a dépassé son adversaire, donc incapable de remettre. Donc il a dû reculer en premier lieu pour pouvoir derrière aller remettre la touche. Ouais, il a complètement tué le match, pareil tout à l'heure il était à 40-43, maintenant c'est... en 25 secondes, il a fait ça bien. Touches. En victoire de 20 à 3. 20 à 3 de la rive sud sur Montréal. On s'en va en reprise, la dernière touche gagnante de la rive sud. Entre Bourassa et Montréal. Piste numéro 1, arbitre Laurie Lavoie.
Alors, Olivier, un dernier mot sur cette compétition par équipe? Ben, finalement, on s'en voit que Rive-Sud s'impose pas mal aujourd'hui au Fleuret. Au Fleuret, il y a l'épée aussi, parce qu'ils ont au moins une des jeunes à l'épée qui rentre. Donc c'est vraiment une grosse équipe cette année au Fleuret à l'épée. On va voir un petit peu dans les autres catégories, Fleuret féminin et épée masculin, ce que ça donne aussi. Mais je pense qu'ils vont être bien présents. Puis c'est une belle compétition, tous les jeunes sont vraiment motivés, sont vraiment présents pour aller faire ça. Ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils sont sélectionnés, ils veulent vraiment découdre et ça se ressent vraiment aujourd'hui. Alors, on vous remercie pour votre temps aujourd'hui. On vous souhaite une bonne fin de compétition. On se revoit mardi matin Avec de grand 8h30 plaisir. pour toutes les finales. Avec grand plaisir, à Mesdames, mardi. messieurs, Jean Allard avec Olivier Titeka en direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville pour la compétition d'escrime de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville hiver 2015. Merci bien. Merci à toi. Merci tes commentaires. Pas de rien. Mardi, peut-être que je viendrai mardi, mais j'espère qu'ils sont en finale. OK. Donc une fois qu'ils ont fait les finales, je vais venir. Ou avant peut-être. Je suis en mode coach, je suis assez concentré. Oui. C'est déjà Good job. Bien intéressant. Merci bien. Moi, je te remercie. All right. Ouais, demain, ça va brasser un peu plus. Demain, on s'en va au karaté. Oui, un peu plus. Baisse. Il y a des jeunes aussi. Tu sais, dans tous les sports, on voit ça. Un grand contre le petit. C'est ça. Donc, Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage,